Bonjour à tous. Sur cette nouvelle session, nous allons parler de talent, d'AM Talent, de formation continue. Sur le plateau, je reçois Colline Moilvignon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice d'AM Talent. Et puis, un ancien stagiaire de master spécialisé, Éric Pruvot. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous êtes manager de transition et vous allez aussi nous parler un petit peu de votre expérience autour d'AM Talent. Avec plaisir. Colline, au tout début, la formation continue aux arts et métiers, ça existe depuis combien de temps? Racontez-nous un petit peu la genèse. Alors, la formation continue au sein d'Arts et Métiers existe depuis un moment. En revanche, effectivement, au sein d'un organisme dédié, ça existe depuis 2021, qui est la date de création d'AM Talent, qui est aussi bien organisme de formation, mais aussi CFA. Donc, l'enjeu de la structure, c'est vraiment de répondre aux besoins en compétences des industriels. Donc, le besoin en compétences en apportant les jeunes apprentis, que ce soit en programme d'ingénieur de spécialité ou encore en bachelor depuis peu en alternance, et aussi donc via la formation continue, via des formations courtes, donc avec une courte durée, mais qui vont être dans l'efficacité et répondre aux enjeux de transition numérique, décarbonation environnementale. Et puis des formations longues via l'offre de master spécialisés où là en un an effectivement on va former des jeunes et des moins jeunes puisqu'ils peuvent être salariés aussi et leur apporter une expertise et un diplôme reconnu qui va permettre ensuite d'être spécialisé dans un domaine de l'industrie que recherche l'industrie. Alors comment ça se passe concrètement? Les entreprises viennent vous voir en disant on aurait besoin de tel type de formation. Vous-même, quelles sont les tendances aujourd'hui? Alors ça se fait de plusieurs manières. On a une offre au catalogue sur nos 3 domaines clés que vont être tout ce qui relève de la technologie, la mise en œuvre environnementale, de la transition environnementale et tout ce qui est culture de l'ingénieur managérial. Donc là, on a une offre sur catalogue qu'on propose à nos entreprises, ou alors, donc soit cette offre leur convient et elles s'inscrivent à une session de formation, soit on va peut-être un peu la modifier, la contextualiser aux besoins de l'entreprise, ou alors effectivement l'entreprise vient nous voir et là elle a un besoin en formation qui n'est pas écrit sur le catalogue et on va construire et co-construire avec elle le parcours pédagogique qu'on va lui proposer. C'est du sur-mesure. On peut faire du sur-mesure, complètement sur-mesure. Alors, Éric, vous avez suivi, quel est votre parcours de vie, votre histoire? J'ai démarré dans la vie active il y a un certain temps, auréolé d'un bac+2. Donc j'ai occupé des postes de technicien. Ma première progression, ça a été à 30 quelques années d'acquérir un diplôme d'ingénieur. De là, j'ai pu accéder à des fonctions de management. Et grâce au master, j'ai pu aller vers des entreprises internationales ou des groupes nationaux, puisque jusqu'à présent, j'avais toujours travaillé dans des ETI, des PME familiales. Et donc le master m'a apporté cette vraie plus-value d'accéder à des grandes entreprises. Comment vous avez connu justement le master? Par la revue L'usine nouvelle. D'accord. Et à l'époque, c'était chose aisée pour suivre un master. Comment vous êtes organisé? Je me suis organisé dans le sens où ça a été suite à un licenciement économique. Donc j'ai mobilisé toutes les énergies possibles pour accéder à cette formation. Et les énergies possibles, ça a été aussi d'aller rencontrer l'entreprise Airbus, puisque c'est chez elle que j'ai fait la partie industrielle, et de leur demander de financer la partie pédagogique. Donc il y a eu un gros travail de ce côté-là. Ça, c'était un gros investissement de ma part. D'un point de vue personnel, comment vous avez perçu ces années de nouvel apprentissage? Mais je refais demain. Je recommence demain. C'était tellement une source de nouvelles connaissances, de remise en cause. J'étais le doyen de la promo. Donc ça laisse imaginer aussi ce qu'on peut vivre quand on se retrouve avec des jeunes qui sortent du système et avec lesquels la compréhension de certaines notions de mathématiques était plus fraîche que pour moi. Aujourd'hui, donc, vous êtes manager en transition? Oui.
j'allie, je fais la quadrature du cercle. J'ai cette expérience PME, j'ai cette expérience grand groupe, auréolée de parcours diplômants. Et aujourd'hui, j'apporte aux entreprises, dans les petites, ce qui leur manque pour être plus efficaces, et dans les un peu plus grosses, ce qui leur manque pour être efficace, dans le sens où on a parfois complexifié les choses et on a oublié le bon sens paysan. Colline, on va revenir un petit peu sur justement votre catalogue. Je pense que justement Eric doit être très intéressé par l'évolution du catalogue. Est-ce que vous pouvez un peu nous détailler les 3 piliers? Alors effectivement, là vous les avez ici, vous m'entendez? Donc sur la partie technologie, outils, digital, on a tout ce qui va relever vraiment du cœur de métier d'arts et métiers, donc les nouveaux procédés de fabrication, cobotique, robotique. Maintenant, on a aussi de plus en plus une offre en intelligence artificielle, data. Ensuite, on a donc tout ce qui va être mise en œuvre de la transition environnementale, analyse de cycle de vie, métrologie, énergie verte, décarbonée. Donc là, c'est vrai que notre offre en ce moment, elle s'accentue beaucoup là-dessus, parce que c'est aussi beaucoup là-dessus qu'il y a un besoin en ce moment de la part des industries qui sont challengées sur ces sujets-là. Et puis enfin, tout ce qui est culture et management industriel, où là, on est un peu moins dans notre cœur de métier en direct, mais on va retrouver tout ce qui est formation Lean. C'est d'ailleurs dans le seul domaine où on a une formation certifiante aujourd'hui, donc pas diplômante, mais certifiante. Et puis tout ce qui est culture managériale, de l'excellence, de l'ingénieur, etc. Alors, tous ces cursus se passent sur le site de Paris ou ailleurs? Non, alors effectivement, on s'appuie sur tous les campus, donc les 14 sites arts et métiers, mais surtout aussi donc, sur les plateformes technologiques qui sont encore en plus en train d'évoluer avec la logique et la stratégie d'Evolutive Learning Factories. Donc là, on est vraiment capable de former sur tous les campus, mais aussi en entreprise. Quand l'entreprise préfère que la formation se déroule chez elle, on peut tout à fait la faire chez elle en direct sur ses machines. Ce genre de formation aujourd'hui est de plus en plus courante. Quelle est votre feuille de route pour les années à venir? Alors, on a dû le mettre quelque part, mais sinon je l'ai en tête. Déjà, sur tout ce qui est de notre offre diplômante, parce qu'aujourd'hui c'est quand même notre grosse part, c'est de la découper en blocs de compétences et donc de la rendre de plus en plus modulaire pour pouvoir proposer puisqu'on s'appuie sur le savoir-faire d'arts et métiers, les enseignants-chercheurs d'arts et métiers, donc de proposer cette offre mais de manière modulaire pour qu'elle soit accessible de façon plus flexible, qu'elle soit aussi éligible à des financements, parce qu'aujourd'hui quand même l'enjeu des industries c'est de financer la formation, c'est quand même un gros poste de coût. Donc on va aller vers des blocs de compétences, vraiment modularisés, d'être sur des micro-certifications, open badge. Et puis après, vraiment aussi donc ça c'est pour la partie vraiment revoir les maquettes pédagogiques et les temporalités de nos formations. Et aussi bien sûr sur les thématiques. On se dit peut-être demain on parlera plus de former les leaders de l'industrie responsable, mais peut-être de former les leaders de l'industrie régénérative. Pour en savoir un peu plus demain. Sur le demain, vous avez quand même une petite idée des très grandes tendances qui sont en train de poindre? Au sujet des formations, oui. Des besoins en formation, il y en a deux grosses quand même. C'est évidemment sur les transitions actuelles, donc la transition numérique qui a un fort enjeu puisqu'on le sait avec l'IA, les métiers vont se transformer, il va y avoir l'apparition de nouveaux métiers, donc c'est quand même un gros enjeu sur la transition numérique et évidemment du coup la transition environnementale. Donc là, il y a vraiment, c'est les deux gros enjeux en plus de la réindustrialisation et de revoir tout l'appareil de performance productif. Je vois qu'Eric veut intervenir devant un tel programme. Je trouve que quand on considère ce que m'a apporté le master spécialisé, je vois qu'il continue à vivre et à s'adapter et à être au cœur des préoccupations. Donc ça, c'est motivant. Et pour des gens qui ont une volonté d'avancer dans l'entreprise et dans la vie, le fait de savoir qu'il existe des formations qui sont vraiment au cœur de l'actualité, c'est absolument extraordinaire. Colline, combien depuis l'existence d'AM Talent de gens sont passés par ces formations? Alors,
Au total, aujourd'hui en tout cas en 2025, on a 1000 stagiaires, mais ça comprend les apprentis et les stagiaires de formation continue, donc on est à peu près à moitié-moitié. Donc 500 apprentis et 500 stagiaires de formation continue, à peu près. 1000 personnes, comment on les suit? Parce que c'est pas simple, si c'est du sur-mesure. Alors, les 1000 ne sont pas sur du sur-mesure. Sur les formations courtes et sur-mesure, on est sur une centaine. Donc là, je parle plutôt... Nous, pour l'instant, on est plutôt sur des formations longues et diplômantes. Donc ça se suit assez facilement. Aujourd'hui, sur les formations courtes, on est à peu près sur une centaine. Et donc, en termes de structure, pour l'instant, à suivre, ça va. Ça reste gérable. Y a-t-il, petite question, des formations sur lesquelles, pour l'instant, vous n'y allez pas parce que vous n'avez pas vous-même peut-être les gens pour former? Il y en a. Malheureusement, effectivement, c'est un enjeu aussi. C'est sur la disponibilité des ressources pour former. C'est un véritable enjeu, donc on travaille dessus justement pour voir. Alors, on essaye de trouver des solutions parce que c'est vrai que les ressources en interne sont parfois déjà bien chargées pour pouvoir... dispenser les formations dont les entreprises auraient besoin. Donc on s'appuie aussi sur des externes, donc soit à travers des partenariats avec d'autres organismes de formation ou des formateurs externes, mais qui seraient labellisés par des enseignants-chercheurs arts et métiers. Dernière petite question. Donc on a une promesse de former des ingénieurs et des cadres pour une industrie responsable. Quand ces cohortes, je dirais, de gens... comme Eric, repartent sur le terrain, qu'est-ce qu'ils disent de vous? On a un très bon taux de satisfaction. Donc là, Eric pourra le dire mieux. Moi, je ne sais pas s'il osera dire en étant à côté de moi. Ravi à 150%. Mais on a un bon taux de satisfaction. En général, ils disent qu'effectivement, ça a été, en tout cas pour les masters spécialisés, encore une fois, c'est très différent d'une formation courte et une formation diplômante en termes de rebond de carrière. On n'est pas sur les mêmes impacts. Une formation courte, ça va avoir un effet en général immédiat qu'on va pouvoir mettre en application immédiatement au sein de son entreprise. Donc aussi bien la personne elle-même que le RH ou le donneur d'ordre va voir immédiatement les effets. Mais c'est très court comme effet, même si c'est très important quand même. Et sur les formations longues, ça va vraiment avoir un effet rebond sur la carrière de la personne. Ça peut être aussi bien en termes ensuite d'évolution au sein de sa structure ou au sein, comme l'a dit Eric, pour évoluer au sein d'une autre structure. En termes de gains sur le salaire aussi, puisqu'on peut aller jusqu'à plus 20-25% en termes de rémunération. Enfin, voilà, il y a plusieurs effets positifs, mais qui vont dépendre un peu de chaque dispositif. Comment fait-on pour vous contacter? Eh bien, on va le voir tout de suite. Alors, juste avant, effectivement, on est en train de mettre à jour notre catalogue. Donc, vous voyez, aujourd'hui, il se présente comme c'est à gauche et c'est vraiment pas très... joli, mais bon, c'était ce qui existait. Et là, printemps 2025, donc c'est bientôt puisque c'est dans 2 semaines, on va avoir un nouveau catalogue. Et sinon, à partir d'aujourd'hui, on a lancé notre page LinkedIn, justement. Donc ça y est, on est disponible, vous avez le QR code. Et puis sinon, il y a mon adresse, colline.moal-vignon@ensam.eu. Merci Colline, merci Eric. Et donc à l'année prochaine pour faire un petit bilan sur le catalogue. Merci. À l'année prochaine, merci.